Voilà, l'enregistrement est lancé. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que déjà vous nous entendez bien? Vous pouvez répondre dans le chat, histoire qu'on ne fasse pas un faux départ. Super, j'ai eu un oui, ça me va. Donc bienvenue sur ce webinaire sur le thème de la mixité en entreprise, notamment autour du sujet favoriser un cadre de travail sain et accueillant pour vos collaboratrices. Aujourd'hui, on est en bonne compagnie. Donc, nous sommes avec Chloé Blanchon de chez Face Loire. Chloé, elle est chargée de mission et emploi en entreprise. Bonjour à tous et à toutes. Euh, Pardon. Je et commence on a bien. également voilà, l'équipe Esker avec Aurélie Guiméra qui est DRH chez Esker et Ophélie Auroux-Bejotte qui est consultante intégration, ainsi que Émilie qui est aussi chargée de mission RH. Aujourd'hui, elles vont nous parler un peu du coup pour côté Face Loire. Pas mal d'informations descendantes, mais aussi beaucoup d'interactions avec vous. On va vous poser des questions. Chloé, elle va plutôt vous parler des violences sexistes et sexuelles en entreprise, donc tout ce qui est sexisme ordinaire, comment le contrer. Est-ce qu'on peut ne plus rien dire vraiment? Voilà, elle vous parlera un peu de tout ça. Et ensuite, on enchaînera du coup avec le groupe Esker qui nous parlera un peu de ces bonnes pratiques, de ce qu'ils ont pu mettre en place au sein de leur escouade et au sein de leur entreprise. Voilà. Émilie, je ne sais pas si tu voulais dire quelque chose. Elle avait levé la main. C'est une fausse manip, pardon. Très bien, pas de souci. Voilà, donc je vais laisser tout de suite Chloé commencer. Il y a des Et gens dans la salle se... d'attente, Madeleine, je Ouais, crois. j'admets, hop. Et se présenter Allez, et après on déroule. Voilà. on y va. Je lance le diapo. Hop. Donc, merci à tous et à toutes d'être là aujourd'hui. Donc, comme Madeleine m'a déjà présenté, je ne vais pas faire très très long. Moi, je m'appelle Chloé, je suis chargée de mission emploi entreprise pour Face Loire. Et je suis là aujourd'hui pour vous parler effectivement de la question des violences sexistes et sexuelles au travail. C'est une sensibilisation qu'on propose aux entreprises de notre côté et qu'on a voulu appeler Ne peut-on vraiment plus rien dire? Parce que c'est vraiment un sujet qui revient où on nous dit qu'aujourd'hui, avec les batailles que combattent en tout cas ce pourquoi combattent les féministes, font qu'aujourd'hui, apparemment, on ne peut plus rien dire. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? On verra ça aujourd'hui. J'imagine que vous avez déjà tous en tête la réponse, mais n'empêche, c'est le but. Un mot très 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 rapide sur Face Loire. Donc nous, on est une association, mais on est aussi et surtout un club d'entreprise à vocation sociale. Vocation sociale, ça veut dire que nous, les entreprises qui nous accompagnent, nos 70 adhérents, ils nous accompagnent dans la mise en place de projets sociaux pour accompagner les publics en difficulté sur tout un tas de questions, hein. Ça va aller de la question de l'emploi et de l'insertion, de la question de la formation, de la découverte des métiers auprès des jeunes, de tout ce qui va être fracture numérique, fracture économique, etc. On est une quinzaine aujourd'hui à travailler chez FAS. On existe depuis 98 sur le territoire de la Loire. Et voilà, et c'est ce pourquoi on met en place aussi des sensibilisations à destination des entreprises pour sensibiliser à ces sujets sociaux qui ont un peu le vent en poupe en ce moment, hein, on voit qu'il y a des entreprises qui s'engagent, mais nous, on continue à faire ce travail vraiment de sensi et de formation pour un monde plus juste. En tout cas, c'est notre combat. On va attaquer tout de suite avec cette sensibilisation qui est dédiée effectivement aux violences sexistes et sexuelles au travail. Est-ce que déjà, voilà, j'ai essayé de créer une formation assez interactive, donc j'aimerais bien avoir votre ressenti pour vous. Les VSST, déjà, c'est quoi? Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous les imaginez? Est-ce que, voilà, et si vous pouvez répondre dans le chat, vous pouvez, on va essayer d'être dans cette démarche un petit peu de travail ensemble. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que vous l'avez peut-être déjà vécu, qui plus est en entreprise? Ça vous dit rien du tout, Louise. Ok. Alors, les VSST, donc les violences sexistes et sexuelles. Alors, je vois qu'il y en a qui me disent oui, d'autres qui ne savent pas du tout ce que c'est. Pas vécu en entreprise. Christelle, c'est plutôt une bonne nouvelle, hein. Ça veut dire que vous avez plutôt été dans des cadres de travail assez agréables. Aujourd'hui, la notion de violence sexiste et sexuelle, effectivement, ça recouvre un grand nombre de comportements qu'on va considérer violents, hein, la plupart du temps.
et qui sont souvent malheureusement tournés vers les femmes, hein, on ne va pas se mentir, et qui sont aujourd'hui punis par le Code du travail et par le Code pénal. Par exemple, effectivement, hein, Lydie, je vois que vous mettez souligné quand on met une jupe, tout à fait. Tout à fait. Un jour, vous avez une jupe et alors que c'est peut-être pas dans vos habitudes et qu'on vous fait une remarque, ça, par exemple, c'est une violence sexiste et sexuelle. Le harcèlement moral en est une également. Et donc, il faut savoir qu'il y a à peu près deux groupes hein, de VSST, plus ou moins. On a les violences sexistes, où là, vraiment, c'est des atteintes à la dignité en raison de l'identité de sexe. Ça veut dire que c'est pas que les femmes, hein, ça veut dire qu'on peut être un homme et être victime de violences sexistes, hein, ça va dans les deux sens. Même si aujourd'hui, on le sait, les personnes qui sont mises en cause, en tout cas là-dedans, sont plutôt des hommes, hein, de manière générale, envers les femmes. Et effectivement, là-dedans, on regroupe aussi tout ce qui va être violence sexuelle, hein. Alors, on va parler du viol qui est vraiment le haut du panier, on va dire, mais tout ce qui va être fait en tout acte sexuel, effectivement, qui va être commis avec violence, menace, contrainte, tout ce qui vise finalement à détourner le consentement. Et ça, c'est des choses qui aujourd'hui sont interdites par le Code du travail. Ça va de la violence sexiste basique, c'est-à-dire voilà, les remarques qu'on peut faire parce que vous êtes une femme, parce que vous êtes un homme, les relier à votre sexe, ou tout ce qui va être des violences beaucoup plus graves, harcèlement moral, harcèlement physique, etc. Et donc, tout ça, ce sont des VSST et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et un agissement sexiste, du coup, selon vous, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous avez une idée? Parce que c'est pas tout à fait la même chose. Ça rentre en tout cas dans les VSST et c'est effectivement ce que vous m'avez dit tout à l'heure, c'est ce qui un peu du sexisme ordinaire. C'est ce qu'on va appeler un petit peu ces petites remarques qu'on va avoir toute la journée. Ça peut être au travail, ça peut être dans le cadre privé. Et effectivement, c'est instaurer, comme le dit Lydie, instaurer une vraie différence entre les hommes et les femmes. Et du coup, il y a quand même quelque chose dans le Code du travail qui aujourd'hui explicite que personne ne doit subir d'agissements sexistes, donc tout ce qui est lié à son sexe, pour lequel en fait ça va porter atteinte à sa dignité, ça va créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant, offensant, et ça c'est très courant, ça l'était en tout cas à une époque, et ça l'est encore dans certaines entreprises, ça peut être très courant. Et on considère que ces agissements, qu'ils soient volontaires ou involontaires, sont quand même des agissements sexistes. Et ça a tendance effectivement à renforcer des stéréotypes, hein, à créer de l'incivilité hein, en entreprise, mais aussi dans le cadre privé. Et effectivement, de ramener en permanence à son sexe plutôt qu'à ses compétences techniques, ses compétences au travail. Et c'est ça qui pose un gros problème aujourd'hui. Pour expliciter tout ça, je vous mets ici une petite vidéo qui est assez courte, qui parle justement de ces violences et qui est disponible sur YouTube, qui est en partenariat fait avec Action Logement. Alix, vous dites, vous n'êtes pas sûr de voir la nuance entre les violences, c'est-à-dire entre les violences sexistes et les violences sexuelles? Par Les rapport à violences. l'agissement sexiste, vous voulez dire? Mm. Ah oui, alors l'agissement sexiste, on considère que ils peuvent être involontaires. Sur une violence, toutes les violences sexistes peuvent être des agissements, mais un agissement sexiste peut être considéré involontaire, ce qui n'est pas le cas des violences. Voilà. On considère qu'elles sont plutôt faites de manière volontaire ou en tout cas qu'elles sont liées à une opinion sexiste. Voilà. C'est plus clair? Ok, super. Oui, bien sûr. La notion de genre, elle est comprise, même si aujourd'hui, c'est encore un peu flou. C'est une notion sur laquelle on parle beaucoup du sexe, et pas forcément du genre, mais ça rentre à l'intérieur, évidemment. Mais effectivement, les études sont encore vraiment assez limitées sur le sujet, malheureusement. Aujourd'hui, effectivement, c'est la notion de genre qui prend le dessus sur la question du sexe biologique, et on pourrait effectivement parler de genre. Je vous lance la petite vidéo du coup qui va vous permettre de manière assez humoristique de comprendre en tout cas les violences sexistes au travail. Vous me dites si vous entendez pas. On n'entend On pas. n'entend pas. Pas de son, ouais. Alors, Vous n'entendez pas? Oui, on non, n'entend pas. Ah, hop, hop. Est-ce que... Non, bah là, vous n'entendez pas non plus. Hop, c'est bizarre. Tac.
Maintenant? Non. Bon. Toujours pas. Ce qui devait arriver arriva, du coup. Ça ne fonctionne pas. C'est bizarre parce que vous m'entendez et moi j'entends et bon, c'est très étrange. Euh, Non, toujours pas? Non. Non. Partager l'onglet avec le son. Ouais, mais il est partagé mon son, c'est ça qui est bizarre. Allez, hop, je réessaye. Le C'est sexisme, bon ça là? se déguise en blague nulle. Ok, super. Hop, et ben on recommence. Désolée pour le souci technique. I don't want to set the world on fire. Je voudrais remettre en question une habitude chelou, le sexisme au travail. Pour qu'on parle le même langage, le sexisme, c'est quand tu fais des discriminations Bien sûr. en te basant sur des critères de genre. On pourrait dire que c'est un genre de virus débile qui se transmet par l'éducation, la culture, les médias, et qui te fait croire qu'il y a des différences de compétences entre les identités masculines et féminines. Souvent, le sexisme, ça se déguise en blague nulle. Les hommes, c'est comme les spermatozoïdes. Il n'y en a qu'un seul sur 1 million qui sert à quelque chose. Et ça se glisse inconsciemment dans tes comportements, tes paroles, tes opinions. Oui, Robert, non, c'est au sujet de Virginie, là, son augmentation. Bah, tu lui envoies un smoothie. Non, parce qu'elle doit avoir ses règles. La forme de sexisme la plus pratiquée, ça reste quand même le harcèlement sexuel. Et qu'il soit graveleux ou courtois, c'est pareil. Mais le truc, c'est que depuis 2015, le sexisme en entreprise, c'est interdit par le code du travail. Donc avoir des approches sexistes aujourd'hui, en plus d'être débile, c'est carrément illégal. Et même si ça concerne tous les genres, c'est souvent les femmes qui sont en première ligne. Non mais ça va, on a le droit de faire des blagues sur les meufs, et puis c'est normal, tout le monde fait ça. Elles sont pas mortes. N'achète plus tes neurones sur internet. Imagine que demain, on distribue 99% des richesses mondiales uniquement à des femmes, qu'on décide de payer les hommes 27% moins cher qu'elles, et que maintenant, 79% des décideurs politiques sont que des femmes. Tu trouverais ça équitable? Bah pourtant c'est ce que vivent les femmes à notre époque. En gros, on y trouve 3 types de sexisme. Tout d'abord, il y a le sexisme hostile. Ça, c'est quand t'expliques aux gens que les capacités d'un humain, ça dépend de son genre. Ouais, non, on a embauché Christophe plutôt que Virginie. Non, bah tu sais, les femmes c'est trop sensible pour la direction. Puis un mi-temps c'est bien pour elle, comme ça elle va pouvoir s'occuper de ses enfants. Elle en a pas? Eh ben elle va pouvoir en faire. Ensuite, il y a le sexisme masqué. C'est quand tu trouves que ça peut être drôle ou que tu te permets des attitudes sexistes courantes. Comme de pas donner la parole à tout le monde. Il y a qui à la réunion de demain? Christophe et Virginie. Ah, c'est tout. Christophe, c'est le... Non, mais pas besoin de faire la réunion, je vais prendre la décision tout seul. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des petites salades avec les smoothies. Et enfin, le sexisme bienveillant. C'est quand tu renverses la vapeur en faveur d'un genre opprimé pour montrer que t'es cool. Ah, d'accord, je viens de comprendre, ok. Donc, comme elles sont plus intelligentes que nous et qu'elles peuvent faire plusieurs choses en même temps, bah, ça veut dire qu'il faut les faire travailler 2 fois plus. Ah bah, si. Hop, puis ça fait des économies de smoothies. C'est bon, on va pas perdre notre temps avec ça, il y a des trucs plus graves dans la vie. Tu sens cette odeur de moisi? C'est ta vision du monde qui a dépassé sa date de péremption. Selon l'OCDE, la parité des genres en entreprise, ça permettrait un accroissement économique de 10% d'ici à 2030. Mais selon un rapport du Forum économique mondial, si on continue à traîner comme ça, il va falloir attendre 2095 pour espérer atteindre l'égalité au travail. C'est pas pressé. Mais si on veut, on peut aussi développer nous-mêmes des solutions. Comme comprendre qu'aujourd'hui, le bien-être au travail, c'est reconnu par la science comme un critère de performance. Tu aimes bien ça, la performance? Ou de créer des congés paternité de même durée que celui des femmes, histoire que les jeunes mères arrêtent d'être considérées comme des poids. Parce qu'au 21e siècle, les papas, ils peuvent aussi s'occuper des enfants. Sinon, il y a une entreprise, Action Logement, qui est dite délivrer comme celui-ci en interne pour te proposer des solutions. Comme de respecter les prises de parole égalitaires en réunion, ou d'arrêter les galanteries sans fondement. Bon, j'ai une idée. On va enlever toutes les portes de l'entreprise, hein, comme ça on n'a plus à leur tenir. Quoi, les toilettes? Donc, puisqu'une civilisation c'est ensemble des traits spécifiques à une société dans tous ses domaines d'application, si on favorise que la moitié des traits, bah au final, on n'est qu'une demi-civilisation. Et tout le monde s'en fout. Voilà, petite vidéo humoristique sur un sujet pas si humoristique que ça, mais qui se trouve assez bien amené par ce youtubeur que vous connaissez peut-être, hein. Et donc c'est une vidéo qui a été créée en partenariat avec Action Logement, hein, pour sensibiliser et surtout pour former les gens à la question du sexisme ordinaire en entreprise. Les livrets d'ailleurs, vous pouvez les retrouver sur le site d'Action Logement, si je ne me trompe pas. Et d'ailleurs, ils ont beaucoup d'informations là-dessus qui font passer notamment aux personnes avec lesquelles ils travaillent.
Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont choqué dans cette vidéo, des choses qui vous ont marqué peut-être, des informations que vous n'aviez pas sur la question des violences? Non, ça, Virginie, oui. excusez-moi. Moi, il y a un truc, quand je l'ai regardé la première fois, où je me suis dit, en fait, finalement, la question du harcèlement en entreprise, et notamment sur la question du sexisme et sur les questions de genre et sexe, ça date que de 2015 dans le Code du travail. Et je me suis dit que c'était il y a quand même pas si longtemps que ça. Et qu'aujourd'hui, bon, il y a quand même pas mal de choses qui sont mises en place, on sensibilise les équipes, on en parle, mais ça a quand même mis du temps à se mettre en place. Pour reparler assez rapidement du sexisme et de ce que ça veut dire, je vais reprendre, comme ce qui a été dit dans la vidéo, les 3 formes de sexisme que vous retrouvez ici. Est-ce que vous aviez conscience qu'il existait ces formes-là? Est-ce que vous les avez peut-être déjà aussi vécues ou qu'est-ce que ça vous transmet comme information? Faut vraiment voir ça comme la possibilité finalement d'être gentil, mais en faisant d'être sexiste en étant gentil, d'être sexiste en voulant garder tout ça en faisant croire que ce n'est pas une opinion, et vraiment les personnes qui sont assez de manière violente et intentionnellement violente, en tout cas avec l'autre sexe. Le sexisme dit bienveillant est celui qu'on ne remarque pas. Oui, ou alors qu'on a tendance à gommer en disant ouais, mais peut-être qu'il ne fait pas exprès. Effectivement. Que comme tout sujet, hop, Tiffaine, que comme tout sujet de discrimination, il y a des manières positives ou négatives de l'analyser, mais ça reste discriminant. Tout à fait. Tout à fait. Et ça, c'est des choses qui sont super importantes à mettre en avant. C'est que finalement, quelle que soit la forme, faire du sexisme, ça devrait être interdit. C'est-à-dire que qu'il soit gentil ou pas, ça ne l'excuse pas. Aujourd'hui, ce qu'on appelle du sexisme bienveillant, effectivement, c'est souvent l'attribution de qualités et de rôles féminins ou masculins. Tout ce qui va être effectivement propos un petit peu paternalistes, en disant, par exemple, les petits mots à une collègue féminine, ça va poupée, bonjour ma mignonne, ce genre de choses. C'est des choses qui peuvent être perçues gentilles, mais qui ne le sont pas, en tout cas qui sont du sexisme. Tout ce qui va être compliment sur la tenue, là, vous en parliez tout à l'heure. Amandine, vous dites que le problème avec le sexisme bienveillant, c'est qu'il est difficile de faire comprendre qu'il n'est pas bienvenu. Tout à fait. Effectivement. C'est plus difficile parce que certains ont l'impression de faire un compliment, de dire quelque chose de gentil, alors que pas du tout. C'est plutôt dégradant, c'est même plutôt l'inverse. Et ça, c'est difficile à le faire comprendre. Euh, et c'est vu comme pas dangereux. Ouais, effectivement. Et ça, c'est des choses qu'on voit beaucoup en entreprise et qui, malgré tout, dans un lieu de travail, n'ont pas lieu d'être. Et c'est souvent vu comme de la galanterie, effectivement. Effectivement, c'est attribué aux femmes, par exemple, la sensibilité, etc., en disant que si on a une femme DRH, eh ben, oh, ben, peut-être qu'elle sera plus gentille, plus sensible, plus à l'écoute, alors que pas forcément. Et parler comme ça, malheureusement, c'est du sexisme. Pardon pour les DRH présents. Et quand on passe à du sexisme masqué, là, c'est effectivement être défavorable vis-à-vis de l'autre sexe, mais de manière, entre guillemets, sans montrer que c'est du sexisme. Par exemple, donner des tâches spécifiques en fonction du sexe. Par exemple, on parlait des DRH tout à l'heure, mais certaines missions, en tout cas, dédiées à des femmes plutôt qu'à des hommes, et inversement. Et ça amène à de l'exclusion et peut-être parfois de l'infériorisation, hein. Considérer qu'une aide à domicile, eh ben, on préfère avoir une femme parce que peut-être que on considère qu'elle saura mieux faire, alors que pas du tout, par exemple. Et alors, quand on est sur du sexisme hostile, qui est un peu moins vu, hein, parce que aujourd'hui, c'est quand même très mal vu, hein, le sexisme de manière générale dans le privé ou pas. Mais là, on est vraiment sur une attitude intentionnelle et négative. Irrespect, injures, propos dégradants, dévalorisants, infériorisants, où vraiment là, on va essayer de culpabiliser aussi, hein, l'autre sexe, entre guillemets. Et on parle bien de l'autre sexe, hein. L'idée, c'est de dire que le sexisme aujourd'hui, ça existe dans les deux camps, même si ce sont les femmes qui sont le plus sujets à ces railleries, on va dire. Et donc, tout ça, derrière, ça peut amener à ce qu'on va appeler du harcèlement, et notamment du harcèlement sexuel, qui est donc un harcèlement connoté
sexuelles ou sexistes qui vont porter atteinte à la dignité de la personne parce que c'est dégradant, c'est humiliant, ça peut créer de l'intimidation, etc. Aujourd'hui, il faut savoir que pour parler de harcèlement sexuel, il n'y a pas forcément besoin qu'il se soit une forme répétée. Je m'explique. Dans le harcèlement sexuel, aujourd'hui, on considère qu'il y en a deux types. Il y a effectivement les propos ou comportements qui sont à caractère répété, insistant et qui surtout sont non désirés, qui vont créer un climat d'intimidation sans forcément qu'il y ait de réelles menaces, en tout cas. Mais c'est la répétition qui fait qu'on considère que c'est du harcèlement. Sauf si la victime a un lien hiérarchique avec son harceleur, où là, on pourrait considérer qu'il n'y a pas besoin que ce soit répété. C'est-à-dire qu'une remarque très humiliante, très dégradante, à connotation sexuelle par son directeur, c'est une chose qui n'a pas besoin d'être répétée pour être considérée comme du harcèlement. Et d'ailleurs, toute pression qui va être considérée grave, même non répétée, dans un but réel d'obtenir un acte sexuel ou quelque chose en tout cas de nature sexuelle, ou une recherche de profit, c'est déjà considéré comme du harcèlement. Voilà, faut le savoir. Dans le harcèlement, c'est vrai qu'on a tendance à penser qu'il est forcément répété, mais c'est pas le cas. En tout cas, pas dans le code du travail. Est-ce que vous aviez notion de cette différenciation entre les deux types de harcèlement ou pas forcément? Oui. Ok, super. C'est vrai que c'est très important. Nous, on a rencontré des gens qui n'avaient pas forcément cette notion-là et pourtant, elle est très importante. On va continuer là-dessus. La question du harcèlement et aujourd'hui la question de ce qu'on peut appeler la séduction, en tout cas. Nous, les remarques qu'on peut entendre dans la vraie vie, c'est dire bah, aujourd'hui, on ne séduit plus les femmes, notamment parce qu'on a peur qu'elles prennent ça pour du harcèlement. Alors, qu'on s'entende très bien, le harcèlement et la séduction, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, et d'ailleurs le principal paramètre qui différencie les deux, c'est évidemment le consentement et la réciprocité. La prise en compte du désir de l'autre qui n'a rien à voir avec le harcèlement. Le harcèlement, on est bien sur des notions qui aujourd'hui créent du stress, qui créent un climat d'extrême tension et qui surtout n'est pas désiré par la victime. Et alors ça, c'est assez compliqué parfois aussi d'expliquer qu'on peut encore draguer, on peut encore séduire en 2024 et sans rentrer dans des démarches qui derrière seraient extrêmement problématiques. Je ferme la parenthèse. Il va être important aussi de revenir sur aujourd'hui les VSST, les violences sexistes et sexuelles au travail. Ça peut avoir des répercussions extrêmement dramatiques, à la fois sur les victimes, mais à la fois aussi sur l'entreprise. On va parler ici assez rapidement des répercussions sur les victimes. Voici ici ce qu'on a pu en tout cas étudier sur le harcèlement sexuel et ce que ça provoque chez les personnes qui en sont victimes. Ça commence généralement à court terme à un sentiment de honte et une baisse de l'estime de soi, pouvant venir aussi à un sentiment de culpabilité. On a l'impression finalement que c'est peut-être de sa faute, que tout ça finalement, on aurait peut-être pu l'éviter. Et c'est souvent d'ailleurs, les harceleurs mettent souvent ça en avant. Et ça va provoquer à court terme une fatigue chronique, une peur aussi peut-être de se retrouver dans son lieu de travail. À moyen terme, ça peut être effectivement l'apparition d'une vraie névrose traumatique. S'il y a du harcèlement assez régulier, c'est du retour en boucle sur ces scènes qui sont humiliantes, qui sont traumatisantes. Et une angoisse de se retrouver face à son harceleur, mais aussi parfois face à son équipe, d'avoir du mal à cacher l'embarras et surtout de la terreur de se retrouver au travail. Et derrière vont s'enchaîner des choses qui nous touchent après sur le perso, des cauchemars, des insomnies, des troubles de la mémoire, de l'attention, et toujours ce sentiment de culpabilité, de honte, et d'avoir l'idée que finalement tout ça, ce serait de notre faute, que ce sentiment derrière nous pousse nous met dans une position sur laquelle on devrait se défendre, se justifier d'être harcelé par quelqu'un. Et à long terme, effectivement, tout ça, ça peut s'accentuer. Des atteintes profondes de la personnalité, ça peut être de la dépression, de la paranoïa, de la désorganisation et de manière assez générale et surtout des profondes atteintes de sa propre personnalité qui peuvent conduire derrière à des conduites addictives.
On le sait aujourd'hui, on l'a vu, alors en entreprise peut-être un peu moins, mais si on parle du harcèlement de manière assez générale, ça pousse certaines personnes au suicide, ce qui effectivement est dramatique. Et c'est ce pourquoi c'est extrêmement important aujourd'hui de parler, de libérer la parole sur ces questions du harcèlement. Ça va là-dessus? C'est plutôt clair? Ok, super. Aujourd'hui, il y a un cadre légal. La France, donc on l'a dit hein, depuis 2015, essaye de défendre hein, les victimes de ces questions de harcèlement. Et il y a notamment 2 articles que je vous mets ici. Un article notamment du Code du travail qui explique que l'employeur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de sanctionner les harceleurs. Ça, donc, ça date hein, de 2015 y est ajouté à ce premier article un alinéa supplémentaire qui parle de mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les entreprises, elles ont l'obligation de faire quelque chose sur ces questions de VSST. Il faut informer sur la thématique, il faut sensibiliser ses salariés, il faut mentionner aussi dans les dispositions du Code du travail qui sont relatifs hein, à ces agissements sexistes et au harcèlement, et élaborer de manière assez claire une procédure interne de signalement à la fois pour les victimes, mais aussi une manière de protéger les lanceurs d'alerte. Aujourd'hui, on peut être témoin hein, de situations de harcèlement ou de violences sexistes et sexuelles. Il faut être en capacité de protéger ces personnes qui défendent. Voilà. Merci Madeleine pour le chrono, je suis en retard. Donc, je continue. La suite de ce cadre légal était importante pour moi de revenir sur les sanctions. Sur les agissements sexistes, donc on a défini plus haut, il y a des sanctions disciplinaires. Des sanctions disciplinaires qui peuvent être décidées par l'employeur, hein, qui peuvent aller effectivement d'avertissement jusqu'à, pourquoi pas, derrière des sanctions qui iraient jusqu'au licenciement, etc., des obligations de formation, etc. Il n'y a pas de sanctions pénales sur ces questions d'agissement sexiste, sauf si on est dans le cas d'une injure publique. Injure publique, on dirait donc qu'il y a une injure qui se fait dans le cadre du travail entre deux bureaux et des témoins. On est sur une injure publique. Sur le harcèlement, on est donc de l'avertissement au licenciement, voire à la radiation. Et ça peut aller derrière avec des risques d'emprisonnement et d'amende qui peuvent être poussés de 2 ans d'emprisonnement jusqu'à 30 000 € d'amende. Sur les agressions sexuelles, là, on monte encore d'un cran, 5 ans de prison, 75 000 € d'amende, et qui peuvent aller jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 € d'amende en cas de circonstances aggravantes. Les circonstances aggravantes, ça pourrait être effectivement un lien hiérarchique, etc. Malheureusement, sur ces questions d'agression, il y a toujours des délais de prescription, hein, sachant que c'est 6 ans sur les questions de harcèlement sexuel et ça va jusqu'à 20 ans de prescription sur les questions de viol. Voilà. Et sur le viol, effectivement, on est à 15 ans de réclusion criminelle. Donc là, c'est un peu assez large. Vous avez les infos utiles sur tout ce qu'on peut faire, en tout cas, que ce soit du disciplinaire ou du pénal, pour sanctionner effectivement les personnes, les harceleurs, en tout cas, ou les personnes qui auraient des victimes, en tout cas, de VSST. Évidemment, aujourd'hui, il y a des choses hein, pour agir et prévenir contre les risques de VSST. Effectivement, une des choses qui va être très importante, ça va être de stopper la déresponsabilisation des auteurs. Aujourd'hui, il ne faut plus banaliser le sexisme en entreprise. Elle l'a bien cherché, ne fais pas ton truc face à de l'humour sexiste. Non, d'accord? Il faut que chacun se responsabilise et soit en capacité d'expliquer que ce n'est pas normal. Aujourd'hui, l'humour sexiste en entreprise n'a plus sa place. Le sexisme, ce n'est plus une opinion. D'accord? On n'a pas le droit, dans un cadre de travail en tout cas, on n'a pas le droit de s'exprimer comme tel. Et comme via ça, on peut mettre en place différents plans de prévention. Par exemple, on peut intégrer un plan de VSST dans son DU, dans son document unique. Ça, c'est des choses qui peuvent être importantes. On peut diffuser des outils de prévention, hein. Ça va être le petit livret d'action logement, ça va être des sensibilisations comme celle-ci, mettre en place des mesures organisationnelles aussi pour protéger les victimes.
Et on peut aussi sensibiliser et former ses collaboratrices. Ça, c'est des choses qui sont importantes. Prendre en charge ce sujet-là et mettre en place des dispositifs à la fois d'écoute et de signalement, ça on en a parlé tout à l'heure, mobiliser des personnes ressources, accompagner les victimes et les témoins et surtout sanctionner. Sanctionner, aujourd'hui, c'est ce qu'on exige des employeurs, c'est de sanctionner en cas de problématiques de ce type-là. Aujourd'hui, une victime, ce qu'elle peut faire, c'est se référer à des collègues de confiance, en parler à la direction, au RH, pourquoi pas à des syndicats ou à une référente agissement sexiste et harcèlement sexuel, hein, quand l'entreprise en a un. Se rapprocher d'une association spécialisée. On peut porter plainte aussi, évidemment. On sait que c'est surtout ce qu'il y a de plus compliqué la plupart du temps. Et surtout, si on est témoin, écouter et respecter la parole des victimes, signaler, alerter, accompagner, en prenant évidemment en compte la confidentialité. Ça, c'est des choses qui sont importantes. On ne peut pas parler à la place de la victime. Par contre, si on est témoin de quelque chose qui ne devrait pas se passer en entreprise, on a, entre guillemets, la possibilité, mais moi, je dirais plutôt l'obligation d'aller en référer aux personnes compétentes et aux personnes dans les entreprises qui sont là pour accompagner justement ces victimes. Et voilà, il faut vraiment savoir que ces agissements sexistes, quels qu'ils soient au travail, ce sont des fautes professionnelles. Et aujourd'hui, les employeurs ont l'obligation de faire cesser, ces dérives. Voilà. Je m'en arrête là, puisque j'ai déjà débordé de 3 minutes, je m'en excuse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. J'y répondrai sans problème. Et je vous remercie en tout cas pour ce temps d'écoute. Merci beaucoup, Chloé. Désolée, je t'ai un peu mis la pression quand même. Mais... Ne t'inquiète pas, c'est Mais ton une heure, c'est boulot, rapide. Madeleine, il n'y a pas de problème. Voilà, donc comme vous l'aurez compris, ne vous inquiétez pas, il y aura le replay de cette session en fin de journée. Vous aurez chacun un mail dédié avec la page retour, les contacts s'il faut poser plus de questions, les petites fiches avec les bonnes pratiques, etc., etc. Donc vous faites pas souci là-dessus. Et sur ce, je laisse vite la parole à Esker. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc là, aujourd'hui, merci beaucoup Chloé pour cette première partie très intéressante. Avec Ophélie, on va vous partager, et Émilie, donc des actions qu'on a mis en place chez Esker pour justement favoriser un cadre de travail sain et accueillant. Alors, pour les collaboratrices et bien évidemment pour tout le monde, mais aujourd'hui, on fait véritablement un focus pour les femmes. Esker, donc nous sommes une entreprise, nous sommes éditeurs de logiciels basés à Lyon. Donc nous offrons une plateforme qui va permettre de digitaliser les cycles de gestion. Ça va permettre aux métiers de la finance, des achats et du service client de se focaliser sur des missions stratégiques, donc en leur permettant donc de renforcer, de fluidifier la relation avec leurs clients et leurs fournisseurs. Donc voilà, on va pouvoir les aider à se concentrer, comme je le disais, sur des tâches à forte valeur ajoutée et fiabiliser les données, notamment grâce à notre technologie et à l'intelligence artificielle. Donc, vraiment, en quelques mots, Esker, on va fêter nos 40 ans l'année prochaine. On est, comme je le disais, une entreprise française lyonnaise, mais on a très, très vite fait le choix d'aller à l'international. Donc, on a 15 filiales un peu partout dans le monde, plus de 1000 salariés, dont 30% de femmes, j'y reviendrai un peu plus tard, plus de 1700 clients. Et aujourd'hui, ce webinaire est aussi organisé avec la Digital League, donc on a un focus véritablement sur les femmes dans la tech. On a 1/5 de nos effectifs qui composent la R&D, et plus largement, si on regarde toutes nos positions tech, c'est 55% de nos effectifs qui occupent un poste tech. Voilà, et donc cette année, on a obtenu la première place du label Happy at Work au niveau monde. Donc voilà, on est très content de cette nouvelle qui montre aussi que les salariés se sentent bien, donc ça fait écho à la thématique. Alors avant de rentrer véritablement concrètement dans les actions qu'on a mises en place, nous aussi, on voulait vous faire participer en vous posant quelques questions. La première, selon vous, quelle est la part de femmes dans les métiers du numérique ? Alors, je vous laisse répondre dans le chat, 50%, 40%, 32% ou 24%. Alors, est-ce que c'est moi qui vous ai orienté en disant qu'on avait 30% de femmes chez Esker ?
En tout cas, voilà, vous êtes plusieurs à avoir noté 32%. Eh bien, malheureusement, c'est seulement 24% selon l'INSEE, la source INSEE 2023. Alors, les sources oscillent entre 20, 22, 24%. Mais bon, globalement, si on retourne dans l'autre sens, c'est quand même 76% d'hommes qui occupent les métiers, dans les métiers du numérique. Donc voilà, on est très très loin de la parité. Donc c'est vraiment un axe très fort aussi pour lequel Esker s'engage pour avoir dans les effectifs, mais demain dans la société, plus de femmes dans les métiers du numérique pour que ça représente véritablement la société dans son ensemble. Deuxième question. D'après vous, quelle est la proportion de femmes dans la tech ayant déjà été victimes d'actes ou de remarques sexistes sur le lieu de travail? Une femme sur 10, une femme sur 5 ou une femme sur 2? Bon, bah, j'ai la mauvaise nouvelle de vous dire que c'est une femme sur 2. Donc, ça fait véritablement écho aussi à ce que Chloé nous a redit tout à l'heure, enfin nous a expliqué à l'instant, malgré quand même le fait que les choses avancent et qu'il y ait beaucoup de sensibilisation et qu'on en parle de plus en plus, ça reste malheureusement dans certaines entreprises un climat où les femmes ne se sentent pas à l'aise et il y a encore malheureusement beaucoup trop de remarques sexistes sur le lieu de travail. Voilà, un petit peu de contexte pour vous par rapport au monde de la tech. Comme je disais, c'est vraiment un enjeu qui n'est pas que chez Esker, qui n'est pas que dans les entreprises, qui va bien au-delà. Et c'est aussi pourquoi, j'y reviendrai, on a mis en place des actions qui démarrent bien avant l'embauche de nos collaboratrices. On voit qu'il y a effectivement 24% des emplois dans le numérique qui sont occupés par des femmes. Tristement aussi, on peut lire qu'une femme sur 2 quitte la tech après 35 ans, donc qu'elle ne s'y sent pas suffisamment bien pour rester dans ces métiers. On a aujourd'hui seulement 7% des adolescentes qui envisagent de s'orienter vers les métiers du numérique. Donc, malheureusement, si ces chiffres restent là, on va ne faire qu'accroître ce manque finalement de femmes dans les métiers du numérique. Donc, il y a vraiment des enjeux d'action à tout niveau à mettre en place. Et puis, c'est quand même à rappeler, effectivement, on a besoin de plus en plus d'ingénieurs informatiques. C'est un métier porteur, un métier qui permet également l'émancipation. Donc, les femmes ont vraiment leur place à la fois pour se sentir bien et avoir un métier porteur d'avenir intéressant, et aussi pour avoir, comme je le disais, des personnes en parité pour avoir des solutions qui reflètent la société, qui prend en compte différents angles de pensée. Alors, quand on a réfléchi à cette question, favoriser un cadre de travail sain et accueillant pour les collaboratrices, en fait, donc comme je le disais, nous, on a un rôle véritablement au sein de notre entreprise, mais au-delà, pour féminiser les équipes tech. Aujourd'hui, on est malheureusement qu'à 22%. Ça évolue dans le bon sens, mais on voudrait effectivement pouvoir avoir encore plus de femmes parmi nous. Et quand on a réfléchi vraiment à ces enjeux, il y a effectivement un enjeu véritablement interne, qui est de faire en sorte qu'une fois que les femmes rejoignent Esker ou rejoignent leur entreprise, elles s'y sentent bien au long cours, dès les premières étapes de rendez-vous téléphoniques lors d'un process de recrutement et tout au long de leur parcours chez Esker. Et bien évidemment qu'on puisse attirer de nouvelles personnes chez Esker, que ce soit en première intention, c'est-à-dire un premier parcours de formation, ou en reconversion. Donc, faire en sorte que les métiers de la tech attirent. Et donc, c'est aussi de notre rôle de pouvoir les promouvoir et enlever un petit peu, diminuer l'invisibilisation des femmes en leur redonnant leur place dans les médias, que ce soit LinkedIn ou sur les réseaux, avec tout un tas de témoignages et faire aussi montrer qu'elles se sentent bien et que c'est des métiers intéressants. Bien évidemment, ces deux enjeux se servent l'un l'autre, donc c'est vraiment important de travailler sur ces deux dimensions. Alors,
pour ce double objectif, donc nous, déjà, un élément qu'on vous conseille ou qu'on a mis en place et qui nous paraît extrêmement important, c'est finalement de mesurer, de voir où est-ce qu'on en est actuellement, parce que ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Donc, il faut absolument savoir un peu où on en est aujourd'hui et pouvoir également se mettre des objectifs pour pouvoir avoir des intentions et un suivi régulier. C'est un sujet aujourd'hui, donc moi je suis DRH, je vous le présente, mais c'est un sujet qui doit être porté par tout un ensemble de personnes. Ce n'est pas un projet RH, ce n'est pas un sujet RH, c'est un sujet société, c'est un sujet d'entreprise, un projet d'entreprise. Et chez Esker, il rayonne bien au-delà de l'équipe RH. Ce sont des engagements qui sont portés par la direction, qui nous sommes aidés, alors j'y reviendrai, avec le CSE et une escouade, donc des volontaires. Et au-delà de ça, c'est aussi pour faire écho à ce que disait Chloé, c'est tous et toutes qui devons prendre sa place, que ce soit en étant formés, en étant sensibilisés et également en remontant si demain nous étions témoins, donc être véritablement alliés de ce cadre bienveillant et d'un cadre sain au travail. Et enfin, comme je le disais, c'est à partir de l'état des lieux, c'est mettre en place des actions concrètes pour tout au long du parcours de la collaboratrice. Alors, selon vous, quels sont les indicateurs RH qui seraient intéressants de suivre dans notre thématique? Vous avez des idées pour d'éléments factuels qui permettent de voir un petit peu où est-ce qu'on en est dans son cadre de travail sain et accueillant? Nombre de femmes de l'entreprise, effectivement. Le turnover, oui, très intéressant. Le turnover des femmes et aussi voir est-ce qu'il suit la proportion des effectifs, parce que si on a, par exemple, 50% de femmes, mais qu'on a beaucoup plus de femmes dans les départs, c'est un point très intéressant. Les revenus, donc là, en France, on a également l'index égalité homme-femme qui est obligatoire, donc ça nous permet d'avoir aussi un suivi beaucoup plus poussé par les entreprises. Le pourcentage de femmes dans les postes à responsabilité, très intéressant effectivement, parce que si on a un pool de femmes, mais qu'après, par exemple, on a 70% de femmes dans une entreprise, on se dit, bon, bah voilà, il y a beaucoup de femmes, mais qu'après, dans les postes à responsabilité, il n'y a que 10% d'hommes, ça paraît effectivement, il paraît y avoir un décalage qui n'est pas tout à fait compréhensible. Le taux de temps partiel, très intéressant, effectivement. Alors, je n'ai pas forcément tout eu le temps de lire, mais le taux d'augmentation, effectivement, ça, c'est aussi l'index égalité homme-femme. Donc, je vais vous partager effectivement quelques indicateurs qui nous paraissent intéressants de partager. Donc, comme je vous le disais, l'objectif, c'est l'état des lieux pour avoir ensuite un suivi de l'évolution et remettre en question ces pratiques. Il y a des actions qui fonctionnent, d'autres moins, et s'engager pour pouvoir avoir aussi plus d'impact. Donc voilà, quelques indicateurs. Donc, au niveau du recrutement, vous l'avez dit, ça peut être le nombre de CV reçus, le nombre de cooptations, le taux de recrutement par département, les effectifs au global et aussi, comme vous l'avez dit, par département, par strate managériale, pour voir si on a un taux de manager aussi dans les différents niveaux. On va avoir aussi, bien évidemment, la rétention, donc l'engagement, comme je le disais, le turnover, le départ. Est-ce qu'il y a des causes de départ particulières pour les femmes, ou en tout cas qui sont plus saillants, les mobilités internes, veiller à ce qu'il y ait effectivement des promotions dans des ratios proportionnels. Donc ça vient aussi dans le troisième élément qui est lié à l'index égalité homme-femme. Et donc, où il y a tous les aspects de la rémunération, les écarts de salaire, les augmentations, bien évidemment les augmentations au retour du congé maternité, le top 10 des salaires, le top 20. Donc, tout ça, ce sont des éléments que nous suivons chez Esker et que nous traquons régulièrement. Et le dernier, ça va être plus largement le bien-être. La vidéo le disait, il y a vraiment un impact fort sur la performance. Mais au-delà de ça, effectivement, on recherche un cadre où les gens se sentent bien. Chez Esker, c'est d'ailleurs la première question dans notre enquête RH où les gens répondent où ils se sentent bien, ils se sentent eux-mêmes au travail. Et je pense que
tout ce qu'on met en place pour les femmes, ça rejaillit pour tout le monde. Donc, c'est vraiment un focus qu'il faut mener dans toutes les entreprises, même si effectivement, ils ont une proportion plus de femmes que chez nous, par exemple. Donc, le taux de satisfaction dans des enquêtes, faire régulièrement des enquêtes et voir s'il y a des différences femmes-hommes notables, avoir des focus et le nombre d'alertes harcèlement sexuel et agissement sexiste. Alors, tout à l'heure, Chloé en parlait aussi. Nous, on a mis en place effectivement un process clair. On a une personne qui est référente contre les agissements sexistes et harcèlement sexuel, une personne côté CSE, une personne côté RH, mais on a également une procédure qui a été établie pour que quiconque puisse remonter un signalement. Et après, bien évidemment, ce qui va compter et ce qui compte, je pense, pour que tout le monde se sente bien, c'est qu'il y a une vraie étude, la parole soit écoutée. Parfois, voilà, il y a des décisions qui sont prises, mais en tout cas, que les faits soient entendus, qu'il y ait une enquête et qu'on étudie toutes ces remontées. Alors, les différentes parties prenantes, je vais aller assez rapidement là-dessus. Donc, comme je vous le disais, ce n'est pas un sujet que RH. Donc, nous, c'est un sujet qui est porté bien évidemment par la direction. Donc, les membres de la direction, c'est un travail en partenariat avec le CSE, puisque chaque année, on a aussi un accord égalité professionnelle. C'est notre conseil de surveillance du fait de notre structure qui, elle aussi, a un regard à minima une fois par an sur les thématiques hommes-femmes. Et puis, nous avons décidé aussi de lancer un groupe de travail avec des volontaires, donc notre escouade, des femmes dans la tech qui sont engagées pour nous aider à nos côtés pour faire en sorte de toujours remettre en question nos pratiques et nous améliorer parce que, voilà, il y a toujours des nouvelles idées. C'est important de croiser les regards et aussi d'avoir le retour des personnes qui sont dans les équipes tech. Et puis en externe, on s'appuie bien évidemment sur un réseau d'associations puisque l'idée, c'est de pouvoir décupler les actions et pas forcément tout refaire à chaque fois. Donc ça, c'est vraiment aussi quand on a envie de s'engager, un conseil qu'on vous donne de se rapprocher d'associations existantes pour voir ce qui est plus facile de mettre en place. Chez Esker, donc, on va avoir des partenaires aussi avec les institutions, donc les écoles, les collèges et les lycées, parce qu'on a vraiment compris que c'était très tôt que les choses se jouaient. Il y a encore des études qui montrent que dès le CP, les jeunes filles disent qu'elles sont moins bonnes en maths que les garçons. Donc après, forcément, moins envie, avec les stéréotypes qui continuent de faire leur chemin, moins envie de choisir les métiers scientifiques et donc par conséquent, moins de femmes ensuite intéressées ou dans les métiers du numérique. Donc voilà, on essaye de faire aussi venir des gens qui n'ont pas forcément l'idée première de faire un stage de troisième dans les métiers du numérique, donc avec des partenariats avec des écoles proches de chez nous et des écoles un petit peu moins privilégiées, disons-nous. Quand je vous disais, les associations, on a différentes associations. On a effectivement aussi créé donc, pour le stage de troisième, parce que ce n'est pas toujours évident de trouver de trouver une entreprise pour son stage de troisième. Donc, on accueille des stagiaires sur toute une semaine. On leur fait monter tous les métiers du numérique. On essaye de le faire en mixité. Et donc, ça, c'est typiquement une action qu'on mène avec la Digital League, en général, une fois par an autour de la fin de l'année. Voilà, alors là, je vais peut-être vous donner un petit peu plus d'éléments. Donc, sur les actions, et rapidement quand même, parce qu'il reste 10 minutes, les actions qu'on a pu mettre en place cette année, pardon, pas forcément cette année, mais en interne. Donc, en tout cas, ce que vous a dit, c'est attirer donc, les jeunes filles et les femmes en reconversion dans le secteur du numérique. Et pour ça, il faut qu'elles puissent se projeter. Donc, on travaille aussi avec Elle Digital pour des témoignages, faire des podcasts, le programme d'accueil, comme je disais, des stagiaires, aller dans les écoles. Donc, Ophélie en parlera. Aller, par exemple, à la Tech School, qui est une école qui a pour mission, en tout cas, d'avoir plus de filles et femmes dans les effectifs que de garçons. On va travailler sur tout le processus de recrutement. Alors, encore une fois, ça va au-delà que juste femmes-hommes, mais c'est effectivement d'avoir des grilles d'entretien très factuelles. Qu'est-ce qu'on recherche ? Pour les métiers de la tech, nous, on s'engage à les faire en mixité, ce qui permet aux femmes de pouvoir se projeter, de dire « Ah, je ne serai pas la seule dans cette équipe ». Donc, ça permet aussi, dès l'entretien, de montrer un peu ce qui est nos engagements et également, parfois, quand on n'est pas en mixité, de juste expliciter nos engagements.
Renforcer la visibilité des parcours féminins, donc ça, c'est aussi beaucoup en externe. Je remercie au passage toutes les esquériennes qui, à chaque fois, sont volontaires parce que c'est pas toujours évident de prendre la parole, mais en tout cas qui parlent de leur métier avec passion et qui permet ainsi à plein de jeunes filles demain de se projeter ou de femmes en reconversion. C'est vraiment très important. Et puis, je l'ai dit, tout ça ne se fait pas dans notre coin, c'est grâce aussi à toutes les personnes volontaires et qui nous donnent des idées et qui mettent en place des initiatives. Par exemple, cette année, autour du 8 mars, comme je disais, on a eu un mois et où on a mis en place des conférences. Il y a eu une sensibilisation avec les alliés, parce que comme vous l'avez dit, c'est très important aussi de rappeler que tout le monde est acteur et actrice du bien-être au travail. On est convaincu aussi par la formation. Donc nous, ce qu'on a mis en place, c'est une formation obligatoire dans l'onboarding quand on arrive chez Esker, pour bien comprendre, une sensibilisation, pour bien comprendre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Alors ça nous permet aussi pour nous d'ancrer un message fort, de dire que dans notre culture, et vous l'avez dit, hein, c'est complètement illégal, mais également chez Esker, voilà, il n'y a pas de tolérance. C'est vraiment un acte fort aussi de le mettre dès le début de l'onboarding. Et en 2024, la direction a aussi été sensibilisée avec la fresque du sexisme. L'équilibre vie pro-vie perso, voilà, très important, et ça va bien au-delà des femmes, donc avec un certain nombre de mesures, comme vous pouvez le voir, que ce soit la flexibilité horaire, le télétravail pour les postes télétravaillables. Le prise en compte de la parentalité, donc encore une fois, ça va au-delà des femmes, mais donc c'est de pouvoir avoir accès à des places de crèche de secours, le coparent qui a le complément de salaire au bout d'un an pour quand il doit prendre son congé, la task force, et puis toujours agir sur la promotion et la rémunération, donc au-delà de l'index, voilà, d'avoir un suivi régulier de nos rémunérations pour vérifier que ça suit des éléments factuels. Voilà, j'essaie d'accélérer. Donc là, c'est une petite slide visuelle pour vous montrer tout ce qui a été fait cette année. Et encore une fois, on rejoint Chloé sur le fait que c'est la sensibilisation, porter le message qui permet d'avancer et de faire en sorte que la société évolue. Donc, je vais aller très vite là-dessus. C'était aussi visuellement pour vous montrer que ça va bien lorsqu'on est en entreprise, c'est bien avant d'avoir une salariée chez soi que les actions doivent être mises en place. Donc au niveau de la notoriété, c'est forcément la réputation, travailler, mettre nos job boards, mettre nos annonces sur des job boards spécifiques, travailler sur les réseaux pour se faire connaître et montrer en quoi les personnes seront bien chez Esker, par exemple, ou dans votre entreprise. Ensuite, il y a toute la période, le parcours autour du recrutement, donc avec, comme je le disais, des outils qui permettent d'avoir des recrutements non discriminants et avoir des offres d'emploi inclusives. Et puis après, c'est beaucoup d'actions dans le parcours. Donc là, j'ai un peu mixé, pardon. Et après, beaucoup d'actions dans le parcours, voilà, pour la sensibilisation, toujours se remettre en question, mettre en place des actions régulièrement nouvelles autour du 8 mars, parce que c'est souvent un moment clé, mais bien évidemment tout au long de l'année. Voilà, et alors, oui, je voulais vous laisser la place à vos initiatives. Peut-être que je ne vais pas toutes les lire, mais ça serait vraiment intéressant parce que, je le disais, nous, on va rechercher auprès de nos collaboratrices des idées. On est forcément très, très intéressés à savoir ce que vous avez mis en place pour pouvoir s'inspirer les uns des autres. Donc, si vous pouvez nous donner vos tips, et peut-être que je peux avancer et on les lira ensuite. Et rapidement, voilà, les résultats de ce qu'on a mis en place. En tout cas, cette année, on a eu 46% de candidatures féminines en plus. Nos recrutements de femmes ont représenté 39% des recrutements et pour la tech, 34%. Donc, c'est que des chiffres qui sont positifs par rapport à l'année dernière, qu'on voudrait aller encore plus loin. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, on a 32% de femmes dans nos effectifs. Ça évolue. Et on a aussi une roadmap on voudrait atteindre au moins 34% en 2027. Donc, on va continuer les actions. Je vais laisser la parole à Ophélie. Ok, merci Aurélie. Du coup, moi je vais intervenir après la présentation d'Aurélie pour parler de mon expérience chez Esker et en fait de à quel point toutes les choses dont vient de parler Aurélie deviennent concrètes sur un exemple précis, hein, mais je suppose, j'espère et je sais d'ailleurs que je ne suis pas la seule.
Ni la seule femme chez Esker, ni la seule femme à pouvoir témoigner de ce genre de choses. Donc, je m'appelle Ophélie Auroux-Béjotte, je suis ingénieure informatique. J'ai 30 ans et je suis chez Esker depuis 2018, donc ça fait 6 ans. Après mon diplôme, j'ai eu quelques petites expériences professionnelles, mais c'est Esker la première boîte dans laquelle je reste dans la durée et pour longtemps. Donc, Esker, je suis arrivée en 2018 en tant que développeuse. À chaque fois que je passe un entretien d'embauche, je pose toujours, il y a une question que j'aime beaucoup poser, je vous conseille aussi de la poser. Et cette question, c'est quel est le pourcentage de femmes dans le service, si vous êtes ambitieuse, dans l'équipe dans laquelle je suis en train de postuler. Donc, j'ai posé cette question à mon entretien d'embauche. Quel est le pourcentage de femmes à la R&D? Parce qu'à l'époque, c'est à la R&D que je postulais. Et on m'a répondu, il y a une seule femme à la R&D. Heureusement, ce n'est pas le seul critère sur lequel je me base pour choisir un job. Esker m'a convaincue sur d'autres aspects. L'histoire ne dit pas quel était le pourcentage de femmes dans les autres jobs dans lesquels j'avais postulé, mais c'est chez Esker que j'ai décidé d'aller. Et à l'époque, cette réponse-là, c'est celle qu'on m'a donnée, c'est pas celle que j'aurais donnée moi. Si j'étais en train de me recruter moi-même en 2018, la réponse que je trouve intéressante que j'aurais donnée, elle est différente. Je pose cette question d'abord pour savoir, pour avoir une idée de si les femmes se plaisent bien dans mon service, s'il y a un bon taux de rétention. D'ailleurs, la seule autre femme dont je parlais tout à l'heure, elle est toujours chez Esker, donc le taux de rétention, il est nickel. Mais il y a une autre raison pour laquelle je pose cette question, c'est pour savoir, est-ce qu'il y a d'autres femmes au parcours desquelles je peux m'identifier? Est-ce qu'il y a des femmes qui ont mon poste ou un poste similaire depuis 1 an, depuis 3 ans, depuis 10 ans? Est-ce que je peux regarder leur parcours et penser peut-être que ce sera mon parcours? Et pour répondre à cette question, en fait, il n'y a pas que la R&D qui est technique chez Esker. Il y a plein d'autres métiers techniques sur 2 autres énormes pôles qui sont le support et les consultants en intégration, qui sont des postes sur lesquels on doit lire du code, comprendre le code, comprendre les bugs, écrire du code quand on est consultant et coopérer avec des gens qui parlent technique. Et dans ces postes-là, déjà en 2018, il y avait des femmes. Et il y avait des femmes qui étaient là depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 15 ans. Donc, heureusement, j'ai choisi Esker parce que quand je suis arrivée là-bas, je me suis rendu compte que la situation était quand même bien moins tragique que ce dont j'avais l'impression pendant mon entretien d'embauche. Donc voilà, ça c'était mon arrivée. J'ai appris le job pendant les 6 premiers mois et puis pendant ma première année, il y a déjà eu plein de choses que j'ai retrouvées sur mon poste et qui ont été, je trouve, déterminants, notamment la capacité d'aller dans d'autres équipes, voir ce qui se passe. Il y a une vraie culture de la coopération et de l'entraide chez Esker. Et donc moi, j'ai fait ça pendant ma première année. Je suis allée 2 semaines chez une équipe, 2 semaines chez l'autre équipe. Et même si ce n'est pas quelque chose qui a un rapport avec le fait que je sois une femme, je pense que c'est quelque chose d'hyper important quand on va avoir un bon taux de rétention de femmes déjà, mais en général de personnes diverses. Cette culture de la coopération, de l'entraide, de l'explication, ça favorise les profils qui sont plus communicants, ça favorise des profils qui sont plus coopératifs, mais surtout, ça favorise les profils qui ont moins l'impression d'appartenir à l'endroit où on est, les profils qui sont peut-être un peu différents de tous les autres qui voient autour d'eux. Je pense que c'est vraiment important et je pense que chez Esker, on est vraiment très fort pour faire ça. Au bout de 2 ans, j'ai carrément changé d'équipe. Je suis restée à la R&D, mais je suis passée d'une équipe à l'autre. Et au-delà des RH qui m'ont recruté et de ma première équipe qui m'a prise en tant que junior, j'ai vraiment vu une confiance, même sur ce changement d'équipe-là. Tu ne connais pas encore ce travail-là, et on va te l'apprendre et il ne va pas y avoir de soucis et tu vas être aussi compétente que n'importe qui d'autre à qui on apprendrait ce job. Encore une fois, je dis des choses qui sont évidentes, mais qui sont quand même, je pense, importantes. À cette époque, on a créé, et quand je dis on, bien sûr, je parle des RH, pas de moi, les squads FMN. Elles nous ont invités à participer. On est, je crois, une dizaine de participants, tous services confondus. Et ça, c'est vraiment chouette parce que Esker nous a vraiment donné la parole et le choix de choisir, de participer en tout cas aux décisions d'Esker en matière d'égalité femmes-hommes, en interne, en externe. À cette époque, je suis aussi allée participer à des... Non, je ne vois pas Girls Can Code sur mes slides. Si, tu l'as écrit. Je l'ai écrit. Ah oui, je le vois, pardon. À cette époque, je suis aussi allée animer des interventions sur des stages qui s'appellent Girls Can Code, qui sont organisés par l'association ProLogin pour favoriser l'apprentissage du code chez les ados. Donc, on a des filles de 12 à 18 ans qui viennent coder pendant 1 semaine et à qui on apprend à coder. Et
il faut intervenir des intervenantes pour témoigner de leur expérience en tant que femme dans la tech et jouer le rôle de mentor. Et puis j'ai fini par quitter les squads FMN parce que je rejoins le CSE, j'ai été élue au CSE et j'ai pris le rôle dont parlait Aurélie tout à l'heure de référente harcèlement sexuel et agissement sexiste. Ce qui est, encore une fois, témoigne de la politique d'Esquerre d'impliquer tous ses employés, donc les femmes, mais aussi tous ses employés, dans ses décisions, ou en tout cas de rendre ses décisions claires. Et ça aussi, c'est super chouette quand on est une femme et qu'on veut comprendre que peut faire Esquerre pour qu'on soit mieux intégré. Donc voilà, ça c'est mes évolutions chez Esquerre, et maintenant, ça fait 6 ans, après 5 ans chez Esquerre, à l'école Ada Tech School, qui est une école d'informatique, donc vraiment pour les personnes en études supérieures, et qui propose aussi des valeurs de diversité et d'intégration dont je parlais tout à l'heure, dont je pense que c'est des valeurs importantes, qui œuvrent pour que les personnes qui sont sous-représentées dans la tech aient aussi une porte d'entrée. Donc on pense aux femmes, bien sûr, mais aussi au profil de reconversion et à plein d'autres profils dont je pense que vous pouvez imaginer la diversité, et que ces personnes-là puissent accéder au métier du numérique. L'école m'a contactée pour intervenir, et cette fois-ci, intervenir en tant qu'experte technique. Donc j'arrive et je donne une masterclass, parce que j'ai des compétences purement techniques et que ces compétences-là, c'est important de les transmettre à des étudiants qui veulent avoir des métiers techniques. Donc, je ne parle pas de mon quotidien de femme dans la tech et je trouve ça vraiment super qu'au moment où je propose de faire ça, Esquerre me dise oui, bien sûr, tu peux, il n'y a pas de souci, on va te libérer du temps, on va te libérer des slides. Ma première intervention, c'est Aurélie qui est venue avec moi pour présenter le truc, présenter Esquerre et puis me présenter moi. Et ça, je trouve ça chouette aussi. Il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes qui présentent des sujets techniques et des masterclass. Vous regarderez quelques conférences tech sur Internet, ça vous donnera une idée. Donc, c'est vraiment chouette. Et puis après 6 ans et demi avec Esquerre qui me dit tu peux tout faire et quoi que tu choisisses, on t'accompagnera et quoi que tu essaies, on t'aidera parce qu'évidemment, je vous parle de ce que j'ai réussi, mais bon, il y a des trucs que j'ai essayé, j'ai un peu moins réussi et on a été derrière moi et si tu n'y arrives pas tout seul, c'est pas grave, on va le faire à plusieurs et on va y arriver. Donc maintenant, comme j'ai l'impression que je peux tout faire, j'ai décidé d'aller travailler en allemand. Donc je pars à la fois, je change de métier, je change de pays, je deviens consultante intégration dans notre filiale en Allemagne. Et encore une fois, c'est un parcours qui a été vraiment favorisé par Esquerre, qui encourage la prise de risque. Et le fait de se former à des compétences différentes, quel que soit notre genre, quelles que soient nos capacités réelles et surtout les capacités qu'on pense avoir. Donc voilà, je vois qu'il est 12h03, je finis vite. Mon take-home message dont je voulais parler, en tant que personne qui travaille chez Esquerre, en tant que femme qui travaille chez Esquerre, en tant que personne qui travaille chez Esquerre, c'est que je trouve que c'est important de trouver une entreprise dans laquelle les agissements sexistes sont écoutés. Je n'ai pas parlé de ça, mais évidemment, Esquerre, c'est une boîte dans laquelle, évidemment, si on est sujet à du harcèlement, si on est sujet à des agissements qu'on trouve limites ou inacceptables, on sera écouté et on sera accompagné. Mais bon, ça, pour moi, c'est quand même un peu le strict minimum. Mais au-delà de ça, chez Esquerre, ce qui fait que j'y reste aussi, c'est qu'on sent que la boîte fait énormément confiance aux gens dans leur diversité de vécu, dans leur diversité de capacités, dans leur diversité d'expérience pro. On n'hésite pas à laisser la personne faire, on la laisse prendre des risques, on l'accompagne, on l'aide dans ses entreprises. Et voilà, comme je disais, la culture de la coopération, de l'entraide, ça va très loin. Et ça fait que c'est une entreprise dans laquelle je pense vraiment, les femmes en général et les personnes sous-représentées même, se sentent en confiance parce qu'elles ont le droit de faire des erreurs. Et je pense qu'au final, c'est ça le plus important. Donc, je ne l'ai pas dit, mais aujourd'hui, à la R&D, le service dans lequel j'ai rejoint en 2018, il y a beaucoup plus qu'une seule femme. Il y a beaucoup plus que 2 femmes. Le fait que je quitte le service n'a pas impacté énormément le nombre de femmes. Je vais vous dire, dans mon équipe à moi, je suis partie, maintenant, elles ne sont plus que 4, ce qui est énorme pour une équipe R&D. Donc voilà, c'est comme ça que je voulais finir ma présentation. Merci de m'avoir proposé de témoigner. Et puis, si vous avez des questions et qu'on a encore du temps. Je crois qu'il n'y a plus beaucoup de temps. Voilà. Merci beaucoup. Oui, c'est vrai qu'il est 12h05, donc je vois qu'il y en a qui partent. Vous avez sûrement très faim. Mais merci beaucoup, en tout cas, mesdames, pour ces présentations et ces belles initiatives. Et franchement, on en voit déjà les bénéfices. Donc, pour tous ces participants, il n'y a plus qu'à. Et bien évidemment, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, vous aurez tous les retours par mail, que ce soit contact, fiche bonne pratique et replay. Je vous enverrai tout ça. Vous pourrez découvrir aussi du contenu qu'on a fait aussi comme un petit livre blanc, je ne sais pas si on voit bien, sur la mixité dans le numérique, justement, un peu sur toutes ces thématiques. Donc voilà, vous pourrez tout retrouver par mail. Et sur ce, je pense que vous avez très envie d'aller manger. Donc je vous souhaite une bonne après-midi et merci à tous.
Merci. Merci à tous. Bonne journée. Merci à tous. bonne journée. Journée. Au revoir. Au revoir.